Bonjour à tous. Salut Salut, Nico, salut salut Lucas. Jean-Pierre. Salut tout le monde. Bon, alors Strasbourg, la Suède et Avignon, Beau c'est ça? mélange. Ouais. Ouais. Donc ce soir, on a avec nous, on a Lucas Lepage qui nous avait mis une très jolie vidéo sur son travail de musher avec les traîneaux et les chiens qu'on a partagé ce soir, que vous pouvez voir. J'espère que vous allez la regarder parce qu'elle est superbe. Même pour moi, auditivement, c'est un bonheur. Lucas, est-ce que tu te présenterais en quelques mots? Oui, je peux essayer de faire ça. Ouais. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas et donc actuellement je suis en Suède où je travaille comme guide de traîneau à chiens. C'est ma profession depuis 7 ans. La moitié de l'année, je la passe dans le Grand Nord pour guider des raids ou des expéditions en traîneau à chiens. Et le reste du temps, quand je suis en France, je travaille en tant que photographe et notamment sur des projets qui ont un peu animé ma vie au cours des 7 dernières années. J'ai fait un tour du monde qui a duré 5 ans et pendant lequel j'ai fait plein de petites aventures, que ce soit à cheval, à moto, à pied, en voilier. Et à chaque fois, j'allais rencontrer les écoles, des écoles un peu isolées, et j'allais les photographier. Et donc, quand je suis en France, je continue de faire vivre ce projet en présentant mes photos, un petit film et tout ça, tout ce qui tourne autour de ces écoles du monde. Je les présente lors de festivals ou en allant dans les écoles. Alors, festival, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en tout cas toi et moi, physiquement. On s'est Oui, rencontrés, si j'ai bonne mémoire, on s'est rencontrés à Grenoble ouais, et ensuite exactement. au festival Les Clés de l'Aventure et ensuite on s'est rencontrés à Paris au festival Au bout du monde. Où tu Mais as pu c'était voir pas, mon film. mais Oui. c'était pas la première fois que tu avais entendu parler de Jean-Pierre, je crois, Lucas. Non, non, non. Ouais. Moi, je trouve que c'est une histoire assez sympa. La première fois que j'en ai entendu parler, enfin que Hmm. j'ai pris connaissance de son existence, c'était en lisant un livre quand je traversais le Pacifique, un livre de Patrice Franceschi, Franceschi. Ouais. j'espère que je le dis bien, voilà, Oui. qui parlait justement d'un aveugle qui faisait le tour du monde en autostop. Et moi, je venais de faire 20 000 km d'autostop en Amérique du Sud. Et c'était bien galère. Et alors, je me suis dit, comment un mec qui est aveugle, il ait pu réussir à faire ça? Et donc, je savais qu'il y avait un livre qui existait, en Mhm. l'occurrence, J'irai voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Le premier, c'est Aller voir ailleurs dans les pas Allez voir d'Amérique. ailleurs. Hmm. Et donc, je voulais absolument lire ce livre. Sauf que quand on est au milieu du Pacifique, c'est difficile de trouver des livres. Donc, voilà. Amazon ne livre pas encore là-bas, donc. Pardon? Amazon ne livre pas encore au milieu du Pacifique. Non, non, non. Donc après, en fait, c'est un an après, quand j'étais dans l'Himalaya, j'ai vu le livre, en fait, dans une petite auberge. Je suis tombé sur ce livre. J'ai fait, mais c'est le livre que je cherche depuis un an. Et donc, je l'ai lu et c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire de Jean-Pierre. C'est une histoire que je trouve assez fascinante. Et donc, voilà, j'ai lu le bouquin. C'était un chouette bouquin. J'ai pas eu tout ce que j'aurais voulu savoir sur le fait de voyager en étant aveugle, mais j'ai quand même apprécié le bouquin. Et puis après, Jean-Pierre est sorti de ma tête. Enfin non, je pense que ce genre de livre, on n'oublie pas. Et c'est à la veille du festival sur Grenoble que j'ai eu un message sur mon Facebook. J'étais un peu dans le rush, moi. Et j'ai mis un message pour mes amis, genre, je serai à Grenoble si vous voulez me voir, c'est le moment. Et il m'a mis un commentaire. Et sur le coup, j'ai pas tilté. J'ai fait, c'est qui ce Jean-Pierre qui met un commentaire? Puis j'ai pensé à lui parce que le nom me disait quelque chose. Et j'ai fait, mais c'est impossible qu'un aveugle me mette un commentaire sur Facebook. Comment il fait un message? Et donc, j'ai pas cru et j'ai répondu 2 jours après en lui disant, ouais, on se verra ce week-end, c'est cool. Et c'est là, en fait, au festival que ouais, j'ai réalisé que c'était bien le fameux Jean-Pierre en question. Et donc, c'était un honneur pour moi de le croiser. Bah, pareillement, hein, merci beaucoup. Dis, quand on interviewe quelqu'un autour du voyage, puis bon, voilà ce que tu as présenté, moi j'ai toujours une question qui me vient, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu avoir une vie comme tu as aujourd'hui? Est-ce que tu as un peu des références d'écrivains, je sais pas moi, de films que tu as vus quand tu étais gamin, Ah ben, moi, j'ai grandi avec Indiana Jones, avec Lucky Luke, avec tout ça. Donc, c'est que des Ah, petits c'est pour ça que je des trouvais que tu aventuriers. ressemblais un peu à Indiana Jones. Ouais, d'accord. Non, c'est ton papier peint qui ressemble au film d'Indiana Jones. Ah, ouais. Côté un peu jungle. Non, mais après, voilà, j'ai grandi avec ça. Mes parents m'ont beaucoup fait voyager. On a beaucoup voyagé en famille. Ah oui. Donc, moi, j'ai toujours eu ce côté, j'ai besoin d'aller découvrir le monde.
Aller voir Et donc, j'ai ailleurs. insisté auprès de mes parents pour qu'ils me laissent partir. Ils ne voulaient pas tant que j'ai pas fini mes études. Donc, c'est là où j'ai fait des études de photographe pendant 3 ans. Ah, voilà. C'est comme ça que c'est venu. Et à la fin de la 3e année, j'ai eu l'autorisation parentale de partir. Donc, je partais juste pour une année, un petit road trip Canada-États-Unis. Et en fait, les choses de la vie ont fait que ce voyage, il a duré 5 ans et il m'a amené au Canada. Il m'a pas amené aux États-Unis, mais il m'a amené tout autour du globe, en fait. Donc, tu es parti au Canada en premier et tu es parti avec l'idée de travailler dans quelque chose. Tu n'avais pas assez d'argent ou comment ça fonctionne? Je suis parti dans l'idée de trouver un véhicule à aménager pour faire mon road trip. Ah Et oui. donc, je partais avec déjà comment dire, cette opportunité d'aller faire du traîneau à chien. Mais c'était juste une expérience. Pour moi, ça allait pas C'était pas, mon c'était métier, pas en fait. prévu que tu partes 5 ans, quoi. Non, rien n'était prévu. Le Et but, c'était- c'était que je fasse un an de et- voyage, que je rentre en France et que je devienne photographe à mon compte en France. Et en fait, à la fin de la première année de voyage, je me suis dit, bah non, je vais pas rentrer en France. Je me suis séparé de ma petite amie. J'ai dit, bah, j'ai rien qui m'attend en France. Je vais continuer de voyager. Et c'est là où je Et suis retourné au pourquoi les Canada. traîneaux? Pourquoi les chiens? Pourquoi les traîneaux au Canada? Eh ben, j'en ai aucune idée de ça. Parce que avant de partir, je n'aimais pas les chiens. J'avais pas peur. On ne peut pas dire ça. Mais j'aimais pas du tout les chiens. Et je me suis dit, faut pas mourir bête. On peut Ouais. pas juger sans savoir. Donc, je vais donner une chance aux chiens Hmm. de devenir copain avec moi, et c'est avec des chiens de travail. Je voulais vraiment que ce soit pas avec des chiens domestiques pour aller chercher le bâton ou la balle, mais des chiens de travail. Et donc j'ai essayé le traîneau à chien, et c'est la 2e année quand je suis revenu faire une saison que j'ai chopé le virus, qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ma passion. C'est plus qu'un travail, c'est une passion. Je vis pour ça, et c'est difficile de passer une année entière sans être avec des chiens. Ouais, avec une horde. Donc, tu es au Canada, tu te fais refuser ton visa américain, comme ça m'est arrivé, moi, avec un grand tampon barré sur mon passeport, interdit d'aller aux États-Unis il y a bien longtemps, parce qu'on n'a pas le même âge. J'étais en Thaïlande à l'époque, ça faisait 2 ans que je courais le monde. Ils arrêtaient pas de me demander comment je gagnais mon argent et et qu'est-ce que j'allais faire aux États-Unis. Et comme j'avais quasiment pas de sous à leur montrer, parce qu'on vivait avec rien, on vivait dehors, tu connais, en stop et en dormant Ouais. dehors. Donc, Bon, ils m'ont bien. refusé mon visa, ces salopards. Et à l'époque, c'était bien parce que j'ai pu rentrer en France, changer de passeport. Et à l'époque, il n'y avait pas l'informatique. Donc, j'ai pu redemander mon visa américain. Bon, bref, mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas moi, le sujet, c'est toi. Donc, Tu peux nous raconter tu prends l'avion du Canada. OK? Et tu débarques où en Amérique latine? J'ai débarqué à Cuba. Et en fait, du coup, j'ai dû reconsidérer un peu tous mes projets de voyage, parce que ça faisait 1 an et demi que je bossais sur mon voyage aux États-Unis. J'avais plein d'idées de projets photos, de lieux à aller visiter, de trucs à documenter, et j'ai dû tout Revisiter. repenser. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée d'aller photographier les écoles. Ah, la Et première école, c'est à Cuba. là, alors, la première école, ouais. Alors, à l'époque, je voyageais avec un appareil photo argentique. Donc j'ai visité mes premières écoles à Cuba, et après j'ai rejoint l'Amérique centrale, et puis je suis descendu jusqu'à la Terre du Feu, jusqu'à Ushuaia. Ah ouais. En En allant? autostop, quasiment presque que en autostop, et donc avec ce but d'aller photographier des écoles dans chaque pays que j'ai visité. Mhm. Donc, Et l'éducation. qu'est-ce que tu voulais tirer de ça à chaque fois dans les écoles que tu photographiais? Quel message tu voulais faire passer autour de ça? Alors honnêtement, au début, il n'y avait pas de message. Je me suis dit, il me faut des projets photographique pendant mon voyage, et donc j'ai commencé à faire ces photos d'école. Je m'étais renseigné, j'avais regardé sur internet, ça s'était pas vraiment fait d'avoir d'avoir genre un livre qui répertorie toutes les écoles, toute la scolarisation, comment ça se passe aux 4 coins du monde. Je voulais faire ça, et puis c'est petit à petit, en fait, quand j'ai vu, enfin en force d'aller visiter des écoles, c'était des écoles que j'essayais de trouver dans des endroits un peu perdus où des gens ne s'intéressent pas forcément. Et c'est comme ça, petit à petit, que je me suis rendu compte que c'était quand même important, que c'était une porte de sortie de la misère pour beaucoup d'enfants. Et enfin, je trouve que l'école, la scolarisation en France et dans des pays très pauvres, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'aimais pas du tout l'école. Moi, j'étais pas un gars fait pour aller à l'école. Je détestais ça.
Mhm. Et quand je vois, en fait, dans certains pays, c'est très, très important pour les enfants. C'est le seul truc qu'ils ont pour pouvoir sortir Bah, de la misère dans laquelle il ils peuvent vivre. faut quand même considérer moi je suis allé beaucoup dans des écoles de manière un peu spontanée, comme ça, aux quatre coins du monde. Ça m'a toujours fasciné. Déjà parce que c'est une manière de rencontrer les instits qui ont toujours un peu de culture, avec qui on peut échanger, et les enfants, avec qui on a un vrai rapport souvent physique aussi, où ils viennent nous toucher et tout ça. Moi, aveugle, c'était quand même très intéressant d'avoir un rapport de proximité, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a des enfants, quand on voit ici, qui font la gueule parce qu'il faut se lever le matin pour aller à l'école et monter dans un bus. Moi, j'ai quand même vu des écoles où les gamins, ils marchent pendant, ben, toi, tu as vu ça, pendant des Ouais, heures et des heures, quoi, à ouais, oui. pied. 3-4 heures de marche pour aller à l'école. C'est ça. Ah ouais. Bah, justement, en fait, moi, je posais cette question parce que ça me rappelait beaucoup une série de documentaires réalisés par Arte, si je me souviens bien, Oui, qui suivaient des enfants qui allaient à l'école et Ouais, notamment des gamins qui devaient passer par des zones infestées de serpents, qui devaient oui, prendre des pirogues et tout, quoi. Et c'est vrai que faire passer ce message-là, je trouve que c'est vachement important, quoi, que mais de voir cette autre approche de l'école que celle que nous, on a, quoi. mais typiquement, j'ai regardé hein, tous ces reportages. Il y a même un film qui a été fait, Les chemins de l'école. Et Mhm. c'est vrai, en fait. Enfin, moi, j'ai croisé beaucoup d'enfants, donc c'est vraiment leur quotidien. Hein. En Afrique, pour rejoindre des écoles, j'étais en moto. Je me suis retrouvé embourbé dans des rivières, enfin, dans des rivières. Il y avait plus sans eau. C'était que oui, du sable et il y avait des éléphants à côté. Et moi, j'y étais pour le loisir, pour me faire plaisir oui, de visiter les pays et d'aller rencontrer les écoles. Mais pour ces enfants, c'est leur quotidien. Tous les jours, ils vont à l'école. S'ils croisent un éléphant, ben, ils vont jamais atteindre l'école, quoi. C'est des dangers du quotidien. Donc, on s'en rend Ouais. pas compte, nous, en France, parce on a les bus scolaires, on a les parents qui nous déposent juste devant l'école. Mais il y a vraiment des pays où les enfants, ils doivent traverser des rivières, bien sûr. ils doivent affronter des lions ou des éléphants s'ils font pas attention. Donc, ouais, ça, c'est tout ce qu'il y a dans ces reportages sur les chemins de l'école, c'est vrai. Ouais. C'est magnifique, hein. Oui, c'est C'est magnifique. incroyable. Ouais. Et puis en même temps, c'est intéressant de faire le tour du monde avec un dénominateur commun, tu vois. C'est-à-dire, C'est-à-dire, ben, de, là, tu es allé dans des points, tu es allé systématiquement vers les écoles. Donc finalement, ouais, c'est très facile de rencontrer, parce que ça permet de comprendre plein de choses au niveau des civilisations, les écoles. ouais. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est la base de tout, hein. On commence la vie et on va à l'école. Regarde une école en Afrique, moi je me souviens, tu as 40 gamins assis sous le baobab avec l'instit dans des villages perdus, des fois ils n'ont même pas de classe. Toi. Ah ouais, j'en ai visité aussi. J'en ai visité où ils étaient 80 dans la classe aussi. Hein. Oh, Ouais. ouais. Avec pas de matériel, j'imagine. Rien Non, pour très peu de non, non, choses. non. Non. Non, après, enfin, le constat que moi j'en ai tiré, c'est que quand même ça évolue beaucoup et il y a beaucoup d'aides humanitaires qui viennent pour changer ça. Et après, j'essayais pas. Dans tous les pays que j'ai fait, j'ai vu des écoles qui étaient très belles où ils avaient des fournitures, tout ça. Ouais, C'est souvent proche des axes un peu touristiques, on va dire, des grandes ouais, villes. Moi, ouais. c'est pas ça que j'essayais de documenter. Moi, j'essayais vraiment de partir me perdre au fin fond des pays pour rencontrer des écoles oubliées. Et c'est pour ça que j'ai souvent voyagé de manière autonome, donc avec ma moto, avec mon cheval, à pied. C'était pour pouvoir justement aller là où j'avais envie et puis souvent pour me perdre où personne ne va. Ouais. Le cheval, c'était où? C'était en Mongolie. D'accord, bon, on y reviendra un peu plus tard, parce que pour le moment, on est en Amérique du Sud. Moi, je me souviens d'un truc, Nicolas, Ouais. des gens, parce que je l'ai vu 2 fois en conférence, à Grenoble et à Paris, et les gens, tu sais, te posent toujours la question, mais c'est dangereux quand même, vous êtes à pied, vous êtes vulnérable, vous êtes en autostop. Et notre ami Lucas nous a parlé d'une machette. Tu avais une machette avec toi, c'est ça? Toujours. Et justement, c'est arrivé en Colombie. Quand je faisais du stop, d'ailleurs, avec ma petite amie, on s'est fait agresser. On faisait du stop sur une sorte de barrière de péage, pardon. Ouais, Et il y a des jeunes qui étaient un peu, qui sniffaient la excité. colle, ouais, qui nous ont un peu agressés. On a réussi à s'en sortir. Et elle avait subi un vol à la tire quelques semaines plus tôt dans les rues de Panama. Donc Ah moi, ouais. à partir de ce jour-là, j'ai dit, OK, là, ça devient tendu. Donc je vais m'acheter une machette. Donc j'ai acheté dès le lendemain, je me suis acheté une machette et elle ne m'a pas quitté du tour du monde. Ah ouais, et Après, comment il faut savoir tu l'as aussi pas? que c'était pas que pour de la défense. Hein. Oui, Oui, Je, j'allais dire.
Je campais Ça- beaucoup, je faisais tout le temps du camping sauvage. En Amérique centrale, j'avais pas de matelas de sol, donc je coupais l'herbe avec la machette pour me faire des matelas de sol. J'allais couper mon bois. C'était un outil du quotidien. C'était pas une arme d'autodéfense, ma machette. C'était. Oui, Et j'allais les dire, douanes? dans le voyage, souvent, c'est un peu l'équivalent du couteau suisse, la machette, quoi. Ouais, moi j'avais le couteau suisse. Hein. J'avais 3-4 couteaux et une machette. Hein. Ouais. J'avais tout ce qu'il fallait. Fallait pas t'embêter quand même, quoi. Nicolas, il mangeait aussi des grenades de temps en temps quand il en trouvait. Les Ouais. grenades explosives ou pas? Non, j'ai eu de la chance de tout mon tour du monde. Je suis pas tombé. J'ai jamais eu de conflit armé. Il faut dire Ouais. qu'on les choisit les pays où on va aussi, mais Ouais. j'ai pas eu Bah, de. Colombie, tu peux tomber sur des conflits Et quand même, hein. qu'est-ce qui t'est arrivé à Panama? Il me semble. Alors, tu sais, moi, j'ai une mémoire un peu sélective, comme plus ou moins tout le monde. Et je me souviens qu'à Panama, tu t'es retrouvé planté, c'est pas ça, pendant je sais pas combien de semaines sur une plage perdue. Au Parce que Panama? il n'y a pas un endroit, je suis en train de raconter n'importe quoi. Tu t'es pas retrouvé longtemps quelque part où tu pensais pas y rester, où tu as séjourné longtemps, un peu en cale sèche, non? Au Costa Rica, ouais, ça m'est arrivé parce que je me suis fait piquer mon passeport. Mais c'est Voilà, bien en c'est fait. ça. Moi, je dis toujours que voyager, c'est un métier, parce que ça s'apprend. Mais en fait, quand je repense à mes 5 ans de voyage, les Oui, 6 premiers mois, j'ai fait plein d'erreurs. Je me suis fait piquer mon passeport parce que c'était bêtement. Je me suis fait agresser plus d'une fois. Alors ah ouais, qu'après, les 4 années qu'on suivi, il s'est passé quand même des trucs, mais pas autant. Et c'est parce qu'on apprend en fait à pas faire des erreurs. On apprend à avoir les bons réflexes. Mais ouais, au Costa Rica, je suis resté plus de 2 mois. Je suis peut-être resté 3 mois, le temps de refaire mon passeport. Mais j'avais de la chance. J'ai des amis qui vivent là-bas, qui ont pu m'héberger. ok. Le temps de faire le nécessaire. Et tu es allé jusqu'au bout de l'Amérique du Sud? Ouais, le but, c'était d'aller en Antarctique, en bateau stop. Wow. Donc, je suis parti Pas froid aux yeux, hein, Nicolas. Je suis allé jusqu'à Ushuaia. J'adore. J'ai essayé de trouver un bateau. J'ai tout essayé, les bateaux de pêche, les bateaux de croisière, les voiliers. Et j'en ai Ouais. pas trouvé, mais j'ai trouvé un voilier avec qui je suis parti faire le Cap Horn et les canaux de Patagonie. C'est là-bas qu'il y a l'école la plus au sud du monde, en fait. Alors, la plus au sud, mais elle est souvent fermée, c'est Puerto Toro. Mais sinon, c'est sur Puerto William. C'est là qu'on trouve l'école la plus au sud du monde. Et donc, je voulais absolument aller la photographier. Donc, mon but, c'était de trouver un bateau pour pouvoir aller là-bas. Comme on parle d'école, là, tu as ramené beaucoup de photos alors en tout de ce périple, de photos que tu peux vendre aujourd'hui ou... Des photos d'école, tu veux dire? Oui, des photos d'école, je parle, oui. Ouais, alors des écoles, j'ai visité peut-être une 50aine d'écoles et je crois que j'en ai photographié 37. Ah, quand même. Ouais. Ouais. Donc ouais, j'ai beaucoup de photos. Mais ça va donner lieu à un livre qui va sortir prochainement. Là, j'attends. J'ai une correctrice qui travaille sur mes textes et il y a du travail parce que je suis dyslexique et je suis pas bon en orthographe. Mais Pour ça, je peux y aller aussi. Alors, une fois que je récupère les textes, je les mets dans la maquette et puis le livre va sortir là d'ici. à quelle édition, Lucas? En mars. Aux éditions Lucas Lepage. Je l'auto-édite ce livre. Dernièrement, j'ai eu Claire Fontaine qui m'aide pour l'impression du livre en fait. Donc je vais sortir le livre avec eux. Ok. C'est une auto-édition. Ouais. Comment tu peux faire passer la machette aux frontières? Les gens demandent sur Internet comment on fait passer une machette à la frontière. Alors, c'est toujours bien passé. Souvent, j'expliquais en fait ça que c'était. Il y a beaucoup de pays où les gens ont des machettes. Si vous allez à Cuba, les gens ils ont une machette à la ceinture. C'est pour aller couper, c'est pour aller dans la jungle. C'est un outil de travail. Donc moi, à chaque fois, je leur disais, vous savez, je suis un campeur. J'ai besoin de couper du bois pour faire le feu. Et c'est toujours bien passé. Il y a que quand je suis allé en Afrique, entre-temps, je suis repassé en France. J'ai laissé la machette en France et en Afrique, j'en ai acheté une nouvelle. Oui. Quand je suis arrivé au Maroc, ils n'ont pas voulu que je la reprenne pour sortir du territoire. Mais ça veut dire que la machette, en fait, aux douanes, ce que j'ai envie d'expliquer quand même, c'est que les gens, il y a 2 sortes de choses quand on passe une douane. Il y a les bagages qu'on a avec nous dans l'avion. Et j'imagine que la machette, tu l'as passée en bagage accompagné. C'était en bagage en soute. Ah oui. En soute, oui, pardon. Ouais. C'était en soute, donc on a le droit en fait. Absolument. Ça peut être un souvenir de voyage, ça peut être. Ouais. Exactement. Après, c'est pour rentrer sur le territoire, mais il y a que au Maroc mais c'était donc une deuxième machette où j'ai dû la laisser tristement. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de problème. Et j'ai toujours un couteau à la ceinture. Et puis quand je me faisais arrêter par la police, ou contrôler,
Je leur expliquais que c'était Camping. un outil du quotidien ou un outil de défense et je me suis jamais rien fait confisquer. Et comment t'es parti après d'Amérique du Sud? Alors, comment tu t'es débrouillé? D'où tu es parti? Et par quel moyen de transport? Eh ben, d'Amérique du Sud, je suis retourné au Canada pendant un peu plus d'1 an pour retravailler parce que j'avais plus Ah beaucoup ouais. d'argent. Donc j'ai Mhm. travaillé comme guide de traîneau à chien encore. C'est comme ça que la passion est née. Ouais. J'ai un copain québécois qui m'a dit je vois comment tu étais avec les chiens, fais gaffe, tu vas choper le virus. Ça m'a fait rire. Je suis foutu de lui. Ouais, et ben 7 ans plus tard, j'y suis encore avec des chiens, donc il avait raison. Donc j'ai T'as repris une pas loupé. saison, et pendant la saison, j'ai cherché un bateau pour pouvoir aller faire le Pacifique. Donc au début c'était par des contacts, après j'ai changé de plan, mais c'est grâce à Internet que j'ai pu aller traverser, enfin que j'ai trouvé un capitaine qui cherchait un équipier pour faire le Pacifique. Et tu as rejoint quelle île? Et ben du coup, je suis retourné au Nicaragua. C'est pas vrai, non, je suis retourné à Cuba, puis j'ai fait le Nicaragua, j'ai voyagé un peu en Amérique centrale et Mhm. je l'ai retrouvé côté Caraïbes du canal de Panama. Et on a traversé le canal et après on est allé Ok. Panama, on est passé aux Galapagos, puis on est jusqu'aux Marquises, Tuamotu, île de la Société, en Polynésie française. Wow. Il Et en doit- Polynésie française, même entre les archipels, j'ai cherché d'autres bateaux pour continuer. Enfin, j'ai fait du bateau stop en fait pour pouvoir Ouais, continuer le. moi j'ai fait ça j'ai fait ça aussi dans les îles du Pacifique. Ouais. Ça marche bien. Hein. Enfin, en tout cas, en Polynésie Ouais, française, ça marche bien. Ouais. ouais, je sais pas quand tu l'as fait, mais aujourd'hui, c'est quand même un moyen de transport assez prisé. Il y a beaucoup plus de voyageurs, donc c'est compliqué. Oui, oui, oui. Surtout pour la transatlantique, c'est devenu compliqué. D'accord. Moi j'étais allé au Tuamotu comme ça, tu vois. Je m'étais baladé entre les Tuamotu, Tahiti, et ça marchait très bien à l'époque, oui. Ouais. Et donc, tu es resté un bon moment dans le Pacifique, c'est ça, dans les îles? Je suis resté un peu trop longtemps. C'est le problème de la Polynésie française, c'est qu'ils sont beaucoup trop accueillants. S'il y en a qui regardent ce live, je les remercie. Les Polynésiens, c'est, je pense, les gens les plus accueillants que j'ai croisés. Hmm. Moi, j'avais prévu de traverser en 6 mois de faire le Pacifique et puis en fait de Ouais. m'arrêter à chaque fois 2 semaines par archipel. Oui. Et donc en 2 mois, j'avais prévu d'être à Tahiti et trouver pour un autre bateau pour continuer. Et en fait, je suis arrivé à Tahiti au bout de 6 mois. Parce qu'à chaque fois, j'étais accueilli, on m'invitait quelque part, on me disait ah tu vas sur cet archipel après, bah écoute, c'est mon cousin, je l'appelle, c'est bon, il t'attend. C'est ça. Ouais. C'est que les cousins, la famille, les copains. Ah ouais, non, c'est infernal ces Polynésiens. Donc au bout de 6 mois, j'étais encore à Tahiti. Ouais. Bah, tiens, en propos, s'il y a je sais pas, j'ai un ami tahitien avec qui j'avais fait une émission de télé là, il y a 2 ans sur RFO, Ouais. qui est des Marquises. S'il est là ce soir, je le salue. C'est un nageur absolument fabuleux qui nage avec les dauphins et autres. Voilà. Bon, ça c'est les petits clins d'œil comme ça aux amis. Mais c'est important, montrer qu'on pense à eux. Ouais. Bon, ouais, Julien qui fait le technicien, là, il me dit il nous reste pas énormément, enfin il nous reste un peu de temps. Tu nous parles un petit peu de l'Asie, de qu'est-ce que tu as fait en Asie? Alors après le Pacifique, du coup, la saison cyclonique était là. Et donc j'ai dû prendre un avion. Il n'y avait plus de voiliers qui continuaient vers la Nouvelle-Zélande ou l'Australie ou tous Ouais. ces petits archipels. Donc c'est pas un échec, c'est une invitation à y retourner. Donc il faut que je trouve pour retourner faire le Pacifique. Et donc après j'ai fait l'Asie. Et l'Asie, j'ai choisi de faire ça à moto. Donc j'ai acheté une vieille moto, enfin l'Asie du Sud-Est, pardon. Ouais. Et puis j'ai voyagé, j'ai fait 6000 bornes à peu près en Asie du Sud-Est. Ah, tout Pareil à fait. pour aller me perdre au fin fond des rizières et des forêts pour trouver des écoles. J'étais jamais monté sur une moto avant ça. Hein. Faut savoir ça de tout mon voyage, c'est que tout ce que j'ai entrepris, je n'avais aucune connaissance en rien. Je suis parti de France, j'étais photographe Ah, ouais. et à la limite j'avais mon BAFA d'animateur. C'est tout ce que j'avais. Ouais. J'ai testé la moto parce que c'était bruyant et que ça allait trop vite. J'avais Donc, jamais t'aimais fait. pas les chiens, t'aimais pas les J'aimais pas les motos. chiens. J'avais jamais navigué. Et en fait, je me suis juste dit, ben, c'est l'occasion de. C'est après l'Amérique du Sud, je me suis dit, je veux visiter chaque région du globe d'une façon différente. Et puis pour me tester moi-même et pour découvrir des aventures, voir si ça marche ou si ça marche pas. Et donc je me suis lancé. Et puis en Asie, j'ai dit bon ben, on va essayer ça en moto et ça m'a plu. Et puis j'ai même réitéré parce que l'Afrique de l'Est, je l'ai aussi fait sur une moto. Et l'Asie, est-ce que tu es allé en Inde aussi? Tu as voyagé en moto en Inde? Parce que c'est Non. Alors le but, c'était d'acheter la moto en Asie, au Vietnam, et puis d'aller jusqu'au Népal à moto. En fait, je me suis rendu compte qu'on ne voyage pas aussi librement qu'on veut.
Il y a tout le temps des conflits aux frontières, il y a tout le temps des conflits politiques qui font que les frontières sont fermées. Donc, je ne pouvais pas aller en Birmanie avec ma moto. Ouais. Donc, j'ai décidé de revendre ma moto. Enfin, j'ai décidé, j'ai pas eu le choix, je l'ai revendue. Ouais. Et puis, j'ai pris un avion pour aller directement au Népal. Ok. En fait, c'est Ouais. plus simple de faire passer une machette qu'une moto, quoi. Ouais, finalement, ouais. C'est une triste réalité parce qu'on est tout le temps en train de dire qu'il faut voyager sans prendre l'avion parce que c'est pas bon pour la planète. C'est le premier truc que j'ai voulu faire. Et en fait, on se rend compte que des fois, on est juste obligé de le faire parce que il n'y a pas vraiment le choix. Il y a des frontières qui sont fermées, il y a tout ça, quoi. Ouais, donc faut Et passer au par-dessus les Népal, en frontières. Himalaya, tu as marché un peu? Tu t'es perdu dans les montagnes un petit peu? Ouais, j'ai marché, j'ai fait à peu près 500 bornes de marche. J'y suis resté pendant 3 mois. Et donc après le trip en moto, voilà, j'ai décidé, c'est fini le bruit des moteurs, je vais m'amuser à pied. Et donc j'ai passé 3 mois dans l'Himalaya à aller rencontrer des écoles et puis surtout c'est beau l'Himalaya. J'ai du mal à définir cette région du globe. Il y a un truc qui est prenant dans l'atmosphère là-bas, c'est assez incroyable. Je suis Et d'accord donc là, avec tu étais toi. en autonomie et tout aussi? Ouais, après, j'ai essayé de partir. Je voulais quand même voir les endroits un peu famous comme l'Everest et tout. Donc, je partais assez loin dans les vallées pour pouvoir rencontrer plus les populations parce qu'il y en a moins quand on est au-dessus de 4000, 5000 mètres d'altitude. Ouais. Donc, je partais de loin. Mais honnêtement, le Népal, c'est assez développé touristiquement. Donc, j'étais en autonomie, je dormais dans ma tente tout le temps. Mais je me ravitaillais dans des petits villages où souvent, au milieu de nulle part, on ne sait pas d'où ça sort, mais il y a une lodge qui accueille des touristes. Ouais. Et j'allais en profiter pour me ravitailler ici. Et tu te balades avec un sac assez conséquent? Il est assez conséquent parce que j'ai mon matos photo et j'ai surtout oui. mon matos camping. Donc je pense que mon sac, il devait bien faire 18 kilos. Après, dans l'Himalaya, j'avais déposé des affaires à Katmandou et je partais avec un sac qui devait faire une dizaine, 10-12 kilos. Ouais, c'est ce qu'il faut, pas plus, quoi. Hein. Ouais. Ouais, il faut pas plus, surtout vu comment ça monte, vaut mieux un truc. Moi, je me souviens d'avoir fait des treks comme ça, 3 semaines en Himalaya. J'étais jeune, 12 kilos, ça suffisait Il largement. faut plus. Ouais. Vraiment. Bah, normalement, on dit pas plus de 1/8 de son poids, mais c'est difficile de s'y tenir quand même, là. 1/8 de son Ça poids. dépend si on assume son poids ou pas. Vas-y, balance. En vrai, s'il y a sans le matériel de camping, mon sac, il aurait fait 3-4 kilos. Hein. Si on ne fait pas du camping, si on n'a pas sa tente, le duvet, tout ça, surtout que dans l'Himalaya, ils font un bon duvet parce qu'il fait vite moins 15 degrés. C'est vrai. Donc, faut. C'est ça. D'accord. Mais bon, ça fait partie du challenge. Et tu veux parce que je voudrais qu'on finisse un peu après, dans 5 minutes, je veux bien encore parler 2-3 minutes de ton voyage. Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter de particulier sur le voyage, ou en Afrique, ou une anecdote singulière, ou je ne sais pas, quelque chose qui te vient comme ça, ou on continue à développer un peu Non, on peut développer. J'ai pas les anecdotes vont venir avec la discussion, ouais. avec la discussion, ouais. Non, mais pour vite finir la fin du voyage, après ça, je suis parti donc en Mongolie. Ouais. T'en as pas fait là-bas, si j'ai bonne mémoire, je crois. Tu as eu des moments. Ouais, j'ai commencé à payer un peu, mais j'en étais à 4 ans de voyage et j'ai pas pris le temps de me reposer après l'Himalaya. Et l'Himalaya, c'était assez dur quand même physiquement. Oui. Et j'ai enchaîné. Je suis arrivé à Katmandou, j'ai pris un avion et je suis arrivé en Mongolie. J'ai acheté mon cheval au bout d'une semaine et je suis parti. Ouf. Et c'est assez rude quand même la Mongolie. J'étais fatigué moralement, physiquement après 4 ans de voyage et il m'est arrivé j'ai dû sortir ma machette. Voilà, une anecdote. J'ai vu que vous avez vu ma machette. C'est la seule fois de tout mon voyage. Attention, Lucas, sors la machette. Écoute bien. Logo moins de 18 ans, hop, c'est bon. Alors, raconte-nous. Eh ben, je venais de passer un super moment avec 2 familles mongoles. On venait de manger un coup ensemble, de boire un coup. Puis moi, on était sur le bord d'une rivière. Puis je suis reparti avec mon cheval, sauf que la rivière était en crue. Je pouvais plus passer. Donc j'ai fait demi-tour, je suis revenu les voir une heure après pour leur demander comment contourner la montagne ou si je pouvais passer par-dessus la montagne. Il y avait un mec un peu bourré qui a effrayé mon cheval, ça m'a un peu agacé. J'ai posé mon sac par terre, ils ont essayé de me piquer mon sac en le mettant dans leur voiture et en partant, sauf qu'ils l'ont pris, mais ils n'ont pas démarré la voiture, ils sont pas partis. Et moi je m'en suis aperçu, donc je suis allé vers la voiture, j'ai ouvert la porte, j'ai sorti mon sac et puis j'ai insulté le mec en français pour lui montrer que j'étais pas content, quoi.
Et le mec est sorti de la voiture et il s'est mis à m'insulter. Enfin, j'imagine qu'il m'insultait en mongol. Ouais. Et j'ai vu il était sous le gars. Et je me suis dit, bon, bah là, faut que tu fasses un coup de bluff. Sors ta machette, montre-lui que Wow. t'as pas peur de lui. Et j'ai sorti ma machette enfin voilà, je l'ai brandi et tout en lui criant dessus. Je pensais qu'il allait rentrer dans la voiture, qu'ils allaient partir, mais en fait, il a ramassé un caillou comme ça par terre et il avait l'air d'être déterminé pour me le jeter à la figure. Waouh. Donc, il y a eu je sais pas combien de temps ça a duré. C'était très long pour moi, mais je pense pendant 30 secondes, il y a eu un espèce de combat de coq entre moi, j'étais prêt à défendre ma vie en lui mettant un coup de machette et lui, il était suffisamment sous pour être prêt à me voler mon sac en m'éclatant la pierre sur la tête. Wow. Il y avait leurs deux femmes qui nous regardaient. Je leur ai fait comprendre qu'il fallait vite intervenir parce qu'il y allait avoir un drame. Donc ça a duré, je pense, 30 secondes, mais j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes. Et il y a une des dames qui a fini par calmer le monsieur et puis ils sont partis. J'ai quand même vu un autre caillou passer à côté de ma tête quand moi je repartais vers mon cheval. Donc voilà, c'était la Mongolie. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Julien, il nous reste combien de temps? Vous avez passé 30 minutes. Bon, on a passé 30 minutes, j'apprends par notre ami Julien. Ça serait peut-être bien que je qu'il remercie en passant une fois de plus, parce que c'est quand même... Moi, cette émission, je ne la ferais pas si Julien n'était pas là, parce que moi, je n'y comprends rien à la technologie. Ouais. J'ai juste un petit trait d'humour à 2 balles là, qui me passe par la tête. Tu es parti en voyage, les chiens, c'était pas ton truc, les motos, c'était pas son truc, et tu connaissais pas les aveugles, et ce soir, tu es interviewé par un aveugle complet et un presque aveugle. Tu es au courant? Ouais, c'est ça. Bon, tu vas finir par les aimer, hein, fais gaffe. On est obligé d'aimer tout le monde. Quoi? Caricola. Est-ce que tu as visité... Ah bon, Julien me demande si tu as visité l'école Caricola au Népal. Alors là, non. Il y en a beaucoup des écoles au Népal. C'est une question d'un ami commun qui s'appelle Alain Diacono, mais il pose toujours des questions pour emmerder tout le monde. Salut Alain. Très bien. Je voudrais revenir parce que Nico, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais quand on s'est rencontrés la 2e fois à Paris, il y avait Julien qui m'accompagnait au festival. Ouais. Julien qui est... qui était, oui, enfin bon, voilà, qui a éduqué les chiens, on va faire simple, et qui s'intéresse beaucoup aux chiens. Il s'est dit, ça serait peut-être intéressant une rencontre d'un aveugle avec un musher et les chiens surtout, parce que tout passe par les yeux, surtout dans la meute. Et on en a parlé avec Lucas et on a un petit projet ensemble, normalement. On espère bien l'aboutir un jour de film où je te rejoindrai avec Julien quelque part dans le nord et on essaierait de voir ce qu'on peut faire avec les chiens. C'est ça, on est toujours d'accord sur ce projet. Oui. Non, moi, c'est un truc qui me plaît. De toute façon, Ouais. c'est comme mon projet sur les écoles. Je voyage jamais juste pour le plaisir ou le divertissement. J'essaie toujours d'allier un projet un peu humain avec mes voyages et mes aventures. Bah, bravo, Et bravo. j'ai toujours aimé travailler comme ça avec les enfants parce qu'ils ont le sens de l'imagination. Je trouve ça assez simple et c'est toujours agréable de travailler avec les enfants. Ils ont tout le temps le sourire. Donc là, j'ai fait mon premier voyage qui leur a été un peu consacré en allant dans les écoles, en travaillant vachement sur la scolarisation. Maintenant, c'est ce que je fais. J'œuvre pour ça. Et c'est vrai que ce projet de faire un truc ensemble avec un aveugle, aller faire du traîneau, ça me branche beaucoup. Donc oui, ça va se faire. C'est pas juste des paroles. Ouais, non, je pense qu'il faut attendre que la situation du coronavirus se calme un peu. Ouais. Bon, Julien était bien inspiré ce jour-là. Il ne faut pas que je change de guide. Il faut que je l'amène encore avec moi dans les festivals. Oui. Puis moi, je l'aime bien et puis il connaît un peu les chiens. Donc, et puis il te connaît surtout. Parce que moi, je m'occupe des chiens, mais il faudra quelqu'un aussi pour s'occuper de toi un peu. Donc, faut qu'il fasse Nicolas, partie. je ne te demande pas de faire des commentaires. Il m'en plus que les autres, celui-là. Mais je ne sais pas si on pourra en faire des chiens guides. Vu comme ils sont sauvages, je ne sais pas si on pourra faire des bons chiens guides d'aveugles. Chiens de traîneau. Mais ça reste quand même des animaux assez sauvages. Donc, ce projet de chien, est-ce que tu as une meute à toi ou comment ça fonctionne du reste? Non, j'ai pas de meute à moi. Je voyage beaucoup trop pour. J'aimerais bien, mais je voyage trop pour ça. Non, c'est compliqué là. Normalement, je devais retourner au même endroit en Norvège, mais les frontières sont fermées, c'est compliqué.
Oui. Donc là, je me file juste un petit coup de main là en Suède. Il y a des Je questions, vais rentrer en Olivier France d'ici quelques semaines, mais je file un coup de main. Mais sinon, ouais, non, notre projet, on le fera en Norvège. Ça, c'est sûr. Moi, j'y tiens parce que la relation avec le chien, c'est quelque chose de très important pour moi. Ça demande beaucoup de travail et les chiens qui sont là-bas, j'ai une belle relation avec eux. J'ai beaucoup travaillé avec eux. Donc pour moi, voilà, c'est pas, je suis pas propriétaire des chiens, mais pour moi, je dis toujours, c'est mes chiens parce Oui. que je suis très proche d'eux et c'est avec eux que je veux faire cette aventure-là. Il faut que j'ai confiance pleinement. Pour laisser quelqu'un d'aveugle conduire un traîneau, il faut que moi j'ai confiance en la personne, mais surtout il faut que j'ai confiance en mes chiens. Moi, Donc j'ai ouais, confiance en mon destin. ouais. Mais t'as confiance en moi? Oh, ben, je pense, oui, oui. Je sens bien ton énergie. Je Ouais. sens que tu es Non, quelqu'un non, mais de. ça se fera. On fera ça en Norvège dès que les Ouais. frontières vont réouvrir, dès qu'on pourra voyager plus tranquillement. J'ai hâte. Bon, C'est l'autre, une il est en bière. train de crier dans la cuisine là-bas, alors qu'il ne boit pas de bière, il boit un café. Il est en train de crier, j'ai hâte. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, je voulais juste te dire, alors, Lucas, nous, notre prochaine émission, normalement, ne sera pas peut-être pas un mercredi, parce que je suis invité pour un projet du côté de Toulouse, dont je parlerai plus tard, mais sur Facebook notamment. Mais la prochaine émission, on la fera avec Nicolas, qui sera à côté de moi à Avignon. Voilà, mais je ne vous dis pas la thématique, ça sera complètement autre chose. Mais Nico sera avec moi sur ce canapé, devant ce magnifique mur. Avec une belle chemise aussi, j'espère. Ah bah oui, mais j'en ai Qu'est-ce qu'il y quand a? même. T'aimes pas mon polo? Non, mais j'aime beaucoup ces pulls et ces chemises à Jean-Pierre. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, mais Nico, il va falloir que je te donne un peu le look, là, si tu veux Je t'en participer piquerai une. Hein? Je t'en piquerai une. Ouais, si tu veux, ouais, que je ne le verrai pas de toute façon. Autrement, les amis, s'il y a des amis nouveaux, on a un peu tous des chaînes YouTube. On peut faire un peu de pub quand même. Moi, je vends des bouquins. Maintenant, je suis épicier depuis 2 jours. Julien, sur ma page écrivain voyageur, à mon nom, mais écrivain voyageur, m'a installé un. Comment ça s'appelle ce truc que Facebook nous permet? Une boutique. Voilà, donc j'ai une boutique. Mais là, on peut acheter mes bouquins en ligne Carrément. maintenant sur ma page Facebook, écrivain. Un vrai boutique. Lucas, tu voudrais terminer par quelque chose de particulier? Moi, je suis pas du tout un mec moderne comme toi. Moi, il n'y a rien à acheter sur ma page Facebook, mais les gens peuvent Arrête, suivre. c'est bientôt ton livre et je ferai Mon tout livre pour- arrive. Si mon livre sur les écoles arrive, j'ai un autre livre qui arrive sur le bivouac et le voyage, tout ça. C'est pour le mois Euh, de mars, tu disais. Hein. Pardon? C'est pour le mois de mars, tu disais, je crois. Hein. Alors, je suis pas acteur de tout ça là. J'attends que les textes reviennent. Une fois que je les ai, je les mets dans la maquette et après c'est Claire Fontaine qui va gérer l'impression. Moi, j'aimerais que ce soit là au mois de mars parce que je vais rentrer en France courant février. Et ah oui, en avril-mai, je vais essayer de faire un petit tour de France pour aller rencontrer des écoles, pour parler de tout mon projet. Donc, s'il y a des professeurs qui nous regardent, que ce soit école primaire, collège ou lycée, vous pouvez m'envoyer un message et puis on peut discuter de ça, mais j'interviens dans les écoles. Je vais essayer de faire ça en avril-mai. Du coup, moi, j'aimerais avoir le livre au mois de mars, comme ça, j'en fais la promotion tout en visitant les écoles. Super. Bon, ben, je crois que c'est bien. On a un peu formulé nos projets les uns les autres. Nico? Ouais. Non, bah pour moi, ça va, ça se goupille bien pour 2020. J'ai donc ce Strasbourg-Toulouse en tandem qui est prévu. Donc là, les choses sont en train de se mettre en marche. Donc, je pense que ça pourrait commencer début avril. Il y a le projet de Transat pour la fin d'année. Je pense que la situation devrait cette année le permettre. C'était prévu déjà pour fin d'année. Et puis après le Et tu as grand un projet projet toujours. aussi avec moi en Algérie, tu te rappelles, en autonome. Aussi, oui, en Algérie, ouais. Donc, T'entends, Eric? mais tu sais que moi, la Norvège, ça me parle encore plus que l'Algérie. Hein. Tu me connais. Donc, voilà, je serai dans tes bagages. Hein. Ça, faut Non, pas. non, tu iras en Algérie, c'est déjà pas mal. Ouais, bon. Il faut pas Bah, qu'on donne aux écoute. gens ce qu'ils veulent dans la vie. Ah, mais tu t'en rendras même pas compte. Je serai discret dans les bagages, tu t'en rendras même pas compte. Bon, écoute, on va saluer tout le monde. Ok, très Ben, bien. merci d'être. Merci Lucas. Mais de rien, merci de m'avoir offert cette opportunité de discuter avec vous et de parler un peu de mon voyage. Ben Merci. oui, voilà. Et On est vraiment allé sur tous les merci à continents tous ce ceux soir. qui nous C'était super. suivent. Et puis à Comment? bientôt. Ouais. À bientôt pour le temps d'une bière ou d'autre chose. Bye bye. Exactement.
Ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde.